Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne des jeux qui me plaisent. Je suis Lumjoff et aujourd'hui on va parler de Carnage. Je voulais au départ faire un compte-rendu d'une partie de Bushido que j'ai faite la semaine d'avant avec Togashi et Noani, mais ça manquait de clarté, j'avais peu de photos, elles étaient floues, donc j'ai mis ça de côté et puis c'est pas grave, on reparlera de Bushido une autre fois. Donc on revient aux fondamentaux avec une bataille, Carnage, une bien grosse bataille à 2000 couronnes. J'ai affronté Boindil 78 au club de Sartrouville, et lui il jouait ses cartes, et moi la Guilde Noire sur le scénario des Racines d'Adam de Sonia. Je suis pas sûr du nom des Racines. Allez, chante Panda. Alors on a joué des grosses listes à 2000 points environ, avec 15 figurines par camp à peu près. Pour Carnage c'est beaucoup, hein. C'est pas excessif mais c'est beaucoup. Donc de mon côté j'ai une figurine non peinte, parce que j'ai pas eu le temps de faire mieux, mais je m'en veux énormément, je la peindrai pour la prochaine fois, c'est promis, surtout que j'ai envie de la peindre. Et Boindil, lui, jouait le pacte de la Maison Claire, qui l'encourage plutôt à jouer des grosses brutes de très haut niveau, niveau 2 et 3 minimum, il n'a pas le droit au niveau 1 je crois. Il avait 4 fers de lance, 40 niveaux et 9 marqueurs. Son seigneur de guerre c'est Enguerrand, plutôt une grosse brute. Il est dans le fer de lance numéro 1 avec Enguerrand, Sirga et Gobert qui lui fait un bloc tout en finesse, hein, avec que du niveau 3, rapide, costaud, solide, super cher, avec des grosses armures et des armes de grosses brutes. En fer de lance 2, il a un paladin sur Quagga, niveau 3, pour un total du niveau 6, un garde niveau 3, un archer niveau 3, avec tous les équipements qui vont avec, affûtage des armes, enfin un groupe un peu offensif. En fer de lance 3, il nous sort un frère de niveau 2, un garde niveau 2, un paladin niveau 2 et un guerrier niveau 3 pour avoir un groupe là, on va dire un tout petit peu plus défensif. Mais pas trop, hein, ça reste des gros cons de carne qui veulent rentrer dans le tas. En fer de lance 4, il a une avant-garde niveau 3, un paladin niveau 2, un archer niveau 3 et un frère niveau 2 pour un groupe un peu plus polyvalent. On dirait presque un fer de lance normal issu du starter. Enfin, presque, ils sont quand même tous niveau 2 ou 3. Tant que j'y pense sur les cartes tu verras plus tard, j'ai oublié un des archers royaux de la liste, un des archers niveau 3. Euh, c'est un oubli. C'est pas parce que je les aime pas, c'est juste que voilà, je l'ai oublié. Mais bon, il fait comme s'il était resté avec son fer de lance, il y a un archer dans le fer de lance 3 et un dans le 4, c'est pas grave, tu peux t'en remettre. De mon côté, je joue la Guilde Noire, précisément le pack de la Guilde en mission, avec 34 niveaux et 11 marqueurs. Ça fait pas beaucoup de niveaux. Mon seigneur de guerre, c'est un négociateur, celui du fer de lance numéro 1, parce que c'est le plus intelligent de la bande, mine de rien, avec une intelligence de 6. Dans le fer de lance 1, j'ai donc le seigneur de guerre, négociateur, Gaguerre, une bolus sombre, niveau 1. C'est mon fer de lance un peu soutien et garde du corps du seigneur de guerre. En fer de lance 2, j'ai un négociateur encore, un voleur de la guilde, celui qui est Papin justement, et Barbatos, un peu pour la gestion des objectifs et les coups bas. C'est une idée de génie, hein, ce fer de lance numéro 2 qui est dédié aux objectifs parce qu'on joue un scénario où il n'y a pas d'objectif à manipuler. Donc en gros, ils sont juste là pour les coups bas. Ils sont pas super intéressants dans un mode où on va se rentrer dedans. Enfin bref, c'est une idée de con dès le début. Mon fer de lance numéro 3 est un peu plus solide, c'est Matisse, Suc et Kaito. Et pour leur donner un peu de puissance de frappe et de solidité, j'ai rajouté des armures de demi-plate aux deux jumeaux pour les rendre encore plus solides. Ça va pas suffire. J'ai un fer de lance numéro 4, évidemment, avec un agent sombre niveau 3, une brute de la guilde, un guerrier sombre carne niveau 2, pour avoir un bloc un peu agressif, capable de faire des contre-offensives, voire de rentrer un peu dans l'art de mes adversaires grâce à la brute. Surtout que je l'ai équipé d'une pertuisane. Et enfin, j'ai un fer de lance numéro 5 avec un Mongo sombre, donc niveau 3, un agent sombre niveau 2 sur Mocher avec un arc de guerre, qui s'en sera quasiment pas servi d'ailleurs, un guerrier sombre carne niveau 2 et un agent sombre niveau 1 avec un petit arc. Alors dans ce groupe, il y a pas mal d'arcs, des objets de défense. J'ai hésité sur le Mocher, puis finalement je l'ai pris en me disant que c'était sympa d'en jouer un, d'avoir un petit cavalier, et puis que c'était l'occasion de le sortir parce que j'aime bien cette fille. Le scénario est assez simple, on se déploie dans des bandes de 5 toises de long sur la table en longueur. On a choisi la table en longueur parce que c'est mon adversaire qui avait l'initiative, et il avait le droit de choisir entre longueur et largeur. Si j'avais eu l'initiative, j'aurais choisi largeur. Lui, il a choisi longueur, puisqu'il avait une troupe un peu plus rentre dedans, qui avait besoin de moins d'espace pour se placer, et il pouvait me rentrer dedans un peu plus directement. Il y a 6 objectifs sur la table, un dans chaque coin et 2 au centre. Chaque objectif représente une racine. Ces racines octroient chacune un bonus aux figurines. Un bonus de caractéristiques dans les 4 coins, V, P, C et A. Reporte-toi aux vidéos pour apprendre à jouer à Carnage pour voir à quoi ça ressemble. Et au centre, c'est un bonus d'un point d'action. Il suffit d'être à portée de la racine, 3 toises pour bénéficier du bonus. En plus, toute figurine dans ces 3 toises récupère un point de vie à la fin de son tour. Merci les racines. À la fin de chaque tour, on vérifie quel joueur contrôle quelle racine en comptant le nombre de niveaux à proximité. Le plus élevé l'emporte. Les racines des coins rapportent 1 point et celles du centre rapportent 2 points chacune.
Comme tu peux le voir, cette fois j'ai fait des cartes. J'ai regroupé les figurines par fer de lance, par couleur, pour qu'on les repère un petit peu. On voit pas spécifiquement les vassaux et le seigneur de guerre, mais je pense que c'est pas dramatique parce qu'en fait, on avait des niveaux d'intelligence pour nos vassaux et nos seigneurs de guerre qui permettaient d'écarter assez nos troupes pour que ce soit pas marquant. Personne ne s'est retrouvé perdu au fin fond du champ de bataille sans avoir son chef à proximité, sauf des personnages indépendants qui en ont rien à foutre puisqu'ils sont indépendants. Le déploiement a été assez simple, hein, puisqu'en plus on n'avait pas beaucoup de place. On est face à face et on va se rentrer dedans. Mon adversaire a un peu délaissé les objectifs de son côté, de sa zone de déploiement pour me rentrer dedans, mais il a fait une superbe ligne offensive. Moi je suis un peu plus timide, je laisse quelques figues en arrière, notamment mes négociateurs qui peuvent pas négocier grand chose, et Barbatos qui est en embuscade. Mais ça tu le verras plus tard, si tu restes jusqu'au bout. Tactiquement, tu remarqueras que j'ai un fer de lance de plus. Je sais pas encore si c'est une bonne chose ou pas quand on joue à 2000 points, et en tout cas en guilde noire. C'est un peu un sujet compliqué pour moi. Je pense qu'en Karn, c'est pas très intéressant. En Goon, c'est extrêmement intéressant. En guilde noire, j'arrive pas encore à faire le tri, mais on en parle plus tard. Alors, la partie a été relativement rapide dans la mesure où on commence, Bandil et moi, à peu près connaître le jeu, à connaître le list, à connaître les figurines en général. En gros, tour 1, on s'est un peu cherché, hein. Tout le monde a avancé côté Karn. Ils ont fait une ligne de bataille qui a foncé vers l'avant, tranquille. Moi, j'ai tenté une charge 2 sur mon flanc droit avec le guerrier Mongo niveau 1 et l'agent sur Mocher, mais ça n'a pas donné grand-chose, si ce n'est que je me suis pris une charge adverse en retour qui m'a incité à reculer mon cavalier en réussissant une superbe défense avec 2 critiques. Mon agent sombre niveau 1 a contourné un guerrier adverse et il s'est retrouvé tout seul au milieu des Karns, du mauvais côté de la racine. Très mauvais endroit. Mais il n'est pas mort. Matisse et ses copains se sont approchés d'une racine dans l'espoir de tenir au moins 2 tours contre la horde de Karn. Le but c'était de tenir pour faire des points, hein, tout simplement. Et les Karns se sont positionnés en force sur la racine au centre gauche. Mes négociateurs sont restés à l'arrière quand toute la bande avançait, et Barbatos a tenté de créer la surprise, je t'en parlais plus tôt, en se révélant à côté d'une racine dans la zone de déploiement adverse. Fin du tour 1, je mène 5-2. Tour 2, ça commence à chauffer. Les archers royaux lancent des salves de flèches sur mes rhinos qui ont pris cher malgré leurs armures. Pour compenser, j'ai tenté de m'en prendre au quagga, avec du mal, parce que cette saleté est super solide. Vraiment solide. Il m'a fallu combiner les efforts de Suc, d'une brute de la guilde et d'un guerrier sombre Karn pour le tuer. Et ça représente beaucoup de ressources, tout ça, en nombre de points d'action et en nombre de caractéristiques, tout simplement. À ce tour-là, on n'a pas beaucoup bougé. Il y a eu beaucoup de victimes, mais mes troupes ont commencé à être dans le rouge sans pour autant mourir. Et pareil du côté adverse. Enguerrand et Sirga ont d'abord tapé sur le Mocher, puis sont revenus en arrière pour se débarrasser de Barbatos, parce qu'ils voulaient se débarrasser de l'épine dans leurs pieds, mais ils n'avaient pas assez de PA pour pouvoir vraiment l'affronter ce tour-là. Gaka a réussi un joli coup en repoussant l'avant-garde adverse et en mettant un peu la pression sur un paladin à ma gauche. Le voleur a un peu impressionné tout le monde avec sa fronde, malgré les jets critiques sur l'armure de la cible. Barbatos a simplement lancé son sort de passe-passe pour changer de place avec Sirga, mais il n'a pas réussi à se barrer, il a fait des très mauvais jets de dés. En fin de tour, Matisse était à 5 points de vie restants, Suk était mort, Kaito devenait berserk, en contact avec un ami guerrier Karn, et il allait lui taper dessus au tour suivant. Ma brute de la guilde était mort, et le Mocher aussi. Mon adversaire avait encore presque toutes ses troupes, sauf le paladin que j'ai fini par avoir, et un quagga que j'ai fait tomber. En termes de points, mon adversaire me rattrape, et on est à égalité 7 partout. Et ça commence à chauffer pour moi. Le tour 3 a été relativement court, hein, par conséquent, puisque Matisse finit par mourir dès le début du tour, en se faisant attaquer par à peu près tout ce qui bouge, je crois, des archers. Kaito massacre son pote le guerrier sombre Karn, puisqu'il était obligé de s'activer, et quand il s'est activé, il a tapé sur ce qui lui passait sous la main, et c'était son pote. Donc son pote est mort suite à quelques attaques en critique de Kaito, et les défenses ont toutes été ratées, donc tant pis. Le Karn, il me grignote tout ce qui me reste de troupes, et à la fin du tour 3, on décide de s'arrêter, après avoir pensé les plaies de mes dernières figurines, parce que j'avais plus assez de monde sur la table pour tenir vraiment un tour 4. Fin du tour 3, mon adversaire gagne 12-9, sachant qu'avec un tour de plus, il prenait les 4 objectifs qui lui manquaient, et il finissait le tour sur un score de 20-9. Hein. Il m'explosait littéralement au tour 4, s'il y avait eu un tour 4. Alors c'était notre première vraie très grosse partie à carnage, ma troisième ou quatrième en mode bataille. On n'est pas non plus des vétérans du système, hein, mais on commence à connaître un peu le jeu et ses spécificités, y compris dans ce mode. Alors niveau résultat, comme tu l'as vu, je me suis fait exploser, hein. À partir du moment où la baston a vraiment commencé, mes troupes n'étaient pas assez solides pour tenir face aux carmes qui sont faits pour être des brutes et qui étaient bien lancés, et en plus les jets de dés de mon adversaire ont un peu aidé.
La liste Karn, elle est faite pour la guerre, hein, alors que la guilde, elle est plus douée dans tout ce qui est scénario, contourner, passer par derrière, sauter au-dessus des troupes adverses. Et ben, dans un scénario de bataille, c'est un peu plus difficile, surtout celui-là, où il faut être au centre et plus bouger. J'aurais peut-être dû, probablement, jouer plus d'archers, des profils de tireurs à planquer, faire galoper mon adversaire vers moi, quitte à perdre des points au premier tour, et puis lui rentrer dedans seulement au deuxième tour. Ça aurait peut-être donné quelque chose. Je pense aussi qu'il fallait changer ma liste pour en faire quelque chose d'un peu plus cohérent, avec des troupes très agressives d'un côté, qui pouvaient se défendre, avec un bloc Matisse, Sub Kaito, Gaker par exemple, et puis d'un autre côté avoir seulement deux autres fers de lance pour compenser un peu, dont un clairement orienté sur la contre-attaque avec la brute de la guilde, entre autres, un mocher avec quelque chose dessus, je sais pas encore quoi, et un troisième groupe avec des tireurs et un négociateur, peut-être une goulue sombre avec le sort de blessure arcanique, voire Barbatos, mais je suis pas encore au fond de ma réflexion là-dessus. Dans ce scénario, en plus, le but c'est clairement de prendre les objectifs et de plus bouger une fois qu'on est dessus. Et là, Maison Claire, ben, ils sont balèzes, surtout qu'à 2000 points, leur réduction de coût de 15 couronnes sur tous les gros tons qui peuvent se payer, ça fait qu'à la fin, ils peuvent voir une figurine de plus, et ça coûte cher à l'adversaire en fait. Ensuite, j'ai enfin compris pendant cette partie que le paladin sur Quagga, paladin niveau 3 sur un Quagga niveau 3, c'est pas juste un mec niveau 3 avec un petit soutien. Non, non, c'est un niveau 6 en vrai. Pour aller le chercher, faut du solide. C'est-à-dire que moi, j'ai eu besoin de Suc, de Kaito, d'un guerrier sombre carne, ou de je sais plus qui, d'une brute. Bref, il m'a fallu 6 niveaux pour l'affronter. Ce qui est plutôt logique, puisqu'il vaut 6 niveaux. Mais j'avais pas encore fait le rapprochement. Comme quoi, on a bien fait de faire cette partie. Bon bref, j'ai perdu, on s'est quand même bien amusé, on a arrêté la partie fin du tour 3, mais bon, le tour 4 aurait fait que confirmer la raclée que j'ai pris. La seule différence, c'est que je serais rentré vraiment beaucoup, beaucoup plus tard chez moi, parce que j'aurais raté le dernier métro. Ce qui est cool, c'est quand même qu'on a pu sortir les quinzaines de figurines chacun de notre côté, on a pu jouer à 2000 couronnes, ça fait une impression vraiment très différente du jeu classique, et même d'une bataille à 1200 couronnes finalement, parce qu'on a vraiment beaucoup de figurines sur la table, et ça c'est toujours cool, et pourtant le jeu est hyper fluide, puisqu'on a mis à peu près 3 heures pour jouer, sachant que Boindil a été très occupé autour, on a dû prendre une bonne demi-heure, trois quarts d'heure à y discuter, et faire d'autres trucs. Donc franchement, ça passe. Si tu l'as pas testé, teste le mode bataille et franchement ça vaut le coup. Et puis si tu l'as testé, viens te battre à Sartrouille. Comme d'habitude, je te remercie pour les abonnements, les pouces bleus, les commentaires et autres. La prochaine fois, je sais pas encore, mais je rejouerai bien à Bushido s'il y a des volontaires. Peut-être que ce sera une vidéo sur le tournoi d'épique que je vais faire début novembre, je sais pas encore. Même moi j'aurai la surprise. Youpi, une surprise. Donc d'ici là, porte-toi bien et fais attention aux racines.